Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette première partie d'une série qui est consacrée à mes parties que j'ai jouées en réel, en partie longue, donc des parties qui sont homologuées pour le classement Elo. Alors je précise juste peut-être pour déjà les assidus d'échecs, en Suisse on va parler d'Elo national, hein. Donc du coup c'est pas homologué pour le classement de la FIDE, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, le championnat suisse par équipe et le championnat suisse par groupe également ne sont pas homologués au classement FIDE. Donc du coup, on va parler de parties que j'ai jouées depuis 2021, en fait depuis la reprise Covid, comme j'ai expliqué un petit peu dans ma vidéo introductive. Voilà, je reviens à un niveau que je pense être très très bon, mais je suis encore un petit peu dans le flou, parce que finalement, ouais, c'est bien de penser qu'on est à un bon niveau, mais je me dis, ok, ça va vraiment être le premier vrai test pour savoir si effectivement t'es à un bon niveau ou t'es pas à un bon niveau. Alors on arrive, on joue à domicile. Donc je joue avec le club de Zweisimmen, qui est un petit village dans l'Oberland bernois. Et on est à parier dans cette première ronde contre l'équipe de Soler. Alors juste pour mettre un petit contexte, on avait accédé à la Ligue 2 grâce au match de promotion qu'on avait remporté en 2019. Et le championnat de 2020 a été donc purement annulé. Vous savez pourquoi, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et du coup, on se retrouve à jouer celui de 2021 sur un calendrier un peu plus condensé. Parce que normalement, ça commence vers avril-mai et ça se termine autour de octobre-novembre. Et là, du coup, c'est beaucoup plus serré. On va jouer beaucoup de matchs parce que cette première ronde, elle a été jouée en, en août 2021. Donc vraiment juste après la trêve estivale, vraiment le début de la saison. Et on va devoir enchaîner les 7 rondes en l'espace de moins de 3 mois. Alors étant donné qu'on vient d'être promu, on n'est pas du tout parmi les favoris pour la promotion, loin de là, au contraire, notre objectif était de se maintenir à cette ligue-là, de rester du coup à la Ligue 2. Et Soler, eux, ils ont deux joueurs qui sont au-delà de 2200, enfin au-delà de 2100, un qui a 2200, un autre qui est Maître Fit qui a 2300. Donc du coup, eux, ils seraient plutôt à la tendance à viser soit la promotion ou en tout cas le maintien parmi les bons. Et en fait, en regardant le calendrier, je m'étais dit, bon, les deux premières équipes qu'on doit affronter, ben, c'est peut-être les deux favorites pour la promotion. Donc on n'était pas forcément très bien lotis. En tout cas, une entrée en matière bien dure. Ce qui va être mon cas, puisque je me retrouve au deuxième échiquier avec les pièces noires et je regarde les appariements. Je vois que je suis apparié à Florian Schindorfer. Alors, je ne le connais pas, je ne sais pas quel est son elo, mais j'ai souvenir d'avoir deux de mes coéquipiers qui m'ont dit bonne chance en me tapant sur l'épaule. Donc je me suis dit ok, bon, je suis pas face à quelqu'un qui a moins d'élo que moi, je suis certainement face à quelqu'un qui en a plus, quelqu'un qui est très très bon. Et je vous dis, j'ai vu en fait son classement au milieu du match, parce que notre capitaine, il imprime en fait les listes de classement qu'on peut retrouver sur le site de la Fédération suisse des échecs. Il a imprimé la liste des joueurs de l'équipe de Soler. Et d'un seul coup, j'ai revu au milieu de la partie. Ah oui, il a 2200 Elo. Ok, d'accord. Donc, ok, je me dis, je suis pas face à n'importe qui, mais moi, je me sens bien. Actuellement, j'ai donc 19,43. Je me dis, est-ce que je vaux vraiment ça? Moi, j'ai l'impression que je suis un peu sous-coté, mais je dois encore le prouver. Alors, juste pour dire aussi, donc on est au retour de la pandémie. Moi, les échecs avec ce qui était les études, ça, comme j'avais expliqué, j'ai un peu mis de côté. Donc, les ouvertures, c'est pas trop ça. Et je m'étais dit sur E4, je vais lui balancer la sicilienne avec C5. Et on se serre la main avec Florian Schindorfer, je déclenche la pendule et il me joue cavalier F3. Bon, donc déjà, c'est pas le départ que j'espérais, je vais pas vous mentir. Et à vrai dire, je sais même plus comment on jouait ça. Donc je me suis dit, ok, je fais C5. Je me dis comme ça, bon, joue E4, et puis on revient finalement, si on revient comme ça, on revient dans la base d'une sicilienne. Mais Florian Schindorfer ne joue pas ça, il me joue G3. Et là, en fait, j'ai un flash dans ma tête qui me dit ah oui, c'est juste, il y a une manière de jouer contre ça, c'est de jouer ce qu'on appelle la variante symétrique. Donc je vais exécuter ça, je joue cavalier F6, il joue fou G2, et je fais G6. Simplement, je fais comme lui, je fais le même setup que lui. Il fait C4, il contre le centre lui aussi.
fou G2, petit roc, et là il envoie D4, donc il attaque immédiatement le centre. Et on est finalement avec une structure qu'on appelle la structure catalane, avec les pions D4, C4 et le fou en fianchetto. La manière un peu plus conventionnelle peut-être d'arriver à cette ouverture, c'est de commencer plutôt par D4. Alors je vous montre une manière d'y arriver, un cavalier F6, C4, G6, G3, fou G2, cavalier F3, petit roc, fou G2. Ça, c'est l'ouverture catalane. Alors là, il faudra encore introduire C5, petit roc. C'est pas vraiment ce que les noirs jouent ici. Ils jouent soit D6 pour une est indienne, peut-être C6 dans le but de contrer le fou, D5 pour contrer tout de suite au centre. Enfin, de toute façon, il y a plein de manières de jouer ça. Et donc du coup, dans cette position, après D4, moi je fais comme on ferait dans une sixième de base, je prends. C'est prend D4, il reprend, cavalier prend D4. Logique, hein, juste je montre pourquoi il prend pas de la dame, parce que sinon il y a cavalier C6, on attaque la dame, et la dame doit perdre un temps à reculer, d'autant plus qu'elle est dans le viseur du fou, ça peut être dangereux, c'est pour ça qu'on prend du cavalier. Ok, là je me pose pas trop de questions encore, je me dis, faut pas que je le laisse jouer E4 et installer un forçant de pion, donc je joue D5, je contre immédiatement. Il me prend, c'est prend D5, cavalier prend D5. Là, on est face à une position qui est juste purement symétrique. C'est assez cocasse, mais ça, faut faire attention quand vous avez les noirs. Très souvent, c'est plus avantageux aux blancs parce que bah, forcément, ils ont l'initiative. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, je m'étais dit pendant la partie, ouais, si c'est à moi de jouer, je fais cavalier B4. Je me dis ça. Et lui, avec les blancs, on m'a joué cavalier B5. Donc du coup, je vais vous expliquer les principes de ce coup. Parce qu'il y a une petite menace. Donc déjà, il m'attaque 2 fois le cavalier. Moi, je ne le défends qu'une seule fois. Et je dois faire attention où je le bouge. Si je fais par exemple cavalier B6, est-ce que vous voyez le problème? Mettez sur pause éventuellement si vous voulez voir une manière tactique de gagner immédiatement du matériel pour les blancs. On échange les dames dans cette position. Dame prend, tour prend. Et on joue cavalier C7 et on attaque la tour qui est enfermée et on va gagner du matériel. Donc je dois faire très attention à ça. J'hésitais pendant la partie entre 3 coups, je me souviens. C'était cavalier B4 pour faire comme lui. Mais à nouveau, je me dis, mais on se met dans les variantes... dans les variantes, dans les positions symétriques encore. J'étais pas sûr. L'autre coup que je regardais, c'était A6. Je me dis, je contre-attaque son cavalier. Mais je me dis, après fou prend, pion prend, je me retrouve avec des pions doublés, isolés. Ça, c'est des structures qui sont très très faibles, notamment en finale, donc je vais me retrouver avec un désavantage long terme. C'est pour ça que j'ai décidé de pas jouer ça. Et j'ai joué la troisième option, qui m'enchantait pas trop, mais je me suis dit, ok, je fais E6. Je défends comme ça le cavalier. Et voilà. Et là, Florian Schindorfer décide de me jouer après un petit moment de réflexion. Cavalier 1 C3. Et là, j'ai pris pas mal de temps pour calculer une variante cruciale. Je décide finalement de jouer cavalier prend C3 avec une idée derrière la tête. Alors, je vais vous mettre la position ici en visuel, parce qu'on va aller un petit peu loin dans les variantes. Parce que vous allez me dire, ouais, mais du coup, il fait la même chose, quoi. Il fait dame prend D8, et on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure, avec la menace cavalier C7. Mais là, il y a un coup intermédiaire intéressant, c'est de prendre le pion E2 sur échec. Et après, roi E1, tour prend D8. On se retrouve avec une pièce et un pion de plus à l'heure actuelle. Alors bien sûr, il y a cavalier C7 qui va arriver et on va perdre la tour. Mais ce cavalier, il va être enfermé. Et c'est là que j'ai beaucoup calculé pour savoir comment enfermer ce cavalier. Alors moi, j'avais plutôt regardé dans la partie fou E5. Mais je vais vous montrer la ligne d'ordi parce que je la trouve assez instructive. Il joue fou D7, l'ordinateur. Après la prise en A8, il joue tour C8 pour éviter la sortie du cavalier. Et sur fou prend B7, on se dit, ouais, il va arriver à sortir. Là, il attaque la tour, le fou est bien placé. Et là, le coup important à voir, fou C6, échec. On attaque le roi, on attaque le fou, donc il doit échanger. Fou prend, cavalier prend. Finalement, après la perte du cavalier, on va avoir 2 pièces mineures en compensation de la tour. Et finalement, on voit les 2 cavaliers vont être très puissants. Ils vont bien sceller la position des blancs. Le fou G7 qui est monstrueux lui aussi. Là, la position est plutôt avantageuse pour les blancs. Pour les noirs, pardon. Donc clairement, lui, c'est pas dans son intérêt de jouer dame prend D8. Et du coup, Florian Schindorfer, très intelligemment, reprend cavalier prend C3. Lui, il avait également calculé toutes ces variantes. Bon, c'est juste pour l'anecdote.
l'ordinateur, lui, préfère de prendre avec le pion. Je sais pas trop pourquoi, honnêtement. Je sais pas si c'est pour ramener un pion au centre et tout, mais voilà, c'est juste pour montrer c'est l'ordi, parce que ça donne pas envie. On donne un pion isolé, on libère la voie du fou, c'est pas trop ce qu'on a envie de faire. Donc il fait cavalier prend C3. Et moi, à ce moment-là, dans la partie, j'avais joué cavalier C6. Et juste pour expliquer à nouveau, on est dans une position presque symétrique, à la différence que le pion des noirs est en E6 et le pion des blancs en E2. Donc c'est comme si les noirs avaient joué un coup de plus et joué E6. On pourrait se dire, ah bah du coup c'est bien, quoi. Les noirs ont pris l'avantage du premier coup, c'est super. Mais sauf qu'en fait, le gros problème de ce pion E6, c'est qu'on a ce fou qui va être très compliqué à sortir. Voilà, il n'arrive pas à sortir par là. Et de le sortir de ce côté-là, ça va être compliqué. Il faut quand même être très vigilant, hein. Il y a le fou qui est là, qui rayonne. On n'est pas forcément dans une bonne position avec les noirs. D'ailleurs là, l'avantage, il est blanc. Dans cette position, c'est plus 0,9 pour les blancs. Donc lui, ben, il a l'avantage de pouvoir sortir son fou de case noire. Donc lui, il le sort, fou E3. Ok, je vois la menace. Il veut venir en C5. Et après, peut-être même venir, pourquoi pas, en D6. Je me suis dit, ok, ça, je dois surtout pas laisser. Je fais dame A5. Je me dis, ok, comme ça, je contrôle la case C5. Et en plus de ça, j'attaque 2 fois le cavalier qui est en C3. Et moi, je m'attendais tout bêtement à ce qu'il me joue un coup comme tour C1. Je me suis dit, c'était le coup logique. Alors, ça donne un pion. On prend C3, puis on prend... Et on prend avec la dame en A2. Ça donne un pion, certes, mais il y a l'avance de développement. Il y a toujours cette aile dame qui est cloisonnée. Ça, je savais pas trop ce que ça pouvait donner. Peut-être même reprendre plutôt avec la tour. Un tour prend C3, dame prend A2. C'est peut-être même mieux, comme ça on évite le pion A7 qui est passé. Peut-être même, on peut même reprendre en C6 si on veut. Il y a pas mal de possibilités dans cette position. Et je me suis dit, c'est le coup naturel. Mais il a été très malin, Florian Schindorfer, dans cette position. Il a joué dame C1. Et en fait, il protège le cavalier et il prépare l'entrée du fou en H6 pour forcer l'échange du fou de Fianchetto. Moi, je veux pas échanger ce fou, c'est quand même ma pièce forte dans ma position. Parce que je me dis, voilà, mon cavalier, bon, ici, il n'est pas extraordinaire, mon fou est bloqué. Donc quand même, au moins garder ce fou de case noire. Du coup, je joue tour D8. L'idée de tour D8 aussi, c'est que je contrôle la colonne ouverte, qui est un principe qui est important quand on joue avec des tours. S'il y a une colonne ouverte, on essaie de la prendre avec la tour, dans la mesure du possible. Et là, Florian Schindorfer me joue fou G5, attaque la tour. Ok, là, j'ai 3 possibilités concrètement. Alors, j'ai pas envie de revenir ici ou là, hein, parce que ça serait triste de venir là puis de devoir reculer. Alors, l'ordinateur propose le coup F6. Comme ça, on bloque l'attaque et on attaque le fou au passage. Et en plus de ça, la dame défend le fou, hein, que la dame noire ne peut pas prendre. Donc vraiment, ce coup dame C1, moi, c'est très stylé comme coup, je trouve. Et là, en fait, j'ai pas osé jouer ça parce que mon roi devenait assez faible, hein. On voit, on commence à ouvrir les pions devant le roi. Le truc, c'est que le fou, il est ici en G2, donc il a du mal à taper sur la diagonale ici. Donc c'est assez concret, je vais pas plus loin dans les détails, c'est déjà assez compliqué comme ça. Mais voilà, F6, c'est pas le coup qui te donne envie quand t'es en partie. Donc du coup, la tour, je devais la déplacer. J'hésitais entre D7 et D4. D6, je ne pouvais pas, à cause de... Ce qui me faisait peur, c'était cavalier E4, je crois. Cavalier E4, ça attaque la tour et ça attaque la case F6. Il va pouvoir jouer cavalier F6 échec et forcer à ce que je perde le fou. Je donne un exemple. La tour, je la mets... je sais pas où est-ce que je peux la mettre. Bon, déjà, je dois reculer, pratiquement. J'ai les mêmes cases à disposition, donc à nouveau, je perds un temps pour rien. Mais par exemple, cavalier prend, fou prend, fou prend. Déjà, menace très grave, dame H6, dame H7 mat. C'est très compliqué à parer, je crois que je suis obligé de jouer dame H5. J'ai pas beaucoup de possibilités pour parer ça, mais là, clairement, ça donne pas envie du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai cette possibilité entre D7 et D4. Et je me suis dit, D4, c'est plutôt la case pour le cavalier. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais décidé de jouer tour D7. Alors, je lui dis juste un petit truc pour l'anecdote. S'il avait joué fou H6, bah, j'aurais joué fou H8. C'est l'idée aussi de décaler la tour, c'est que le fou n'attaque plus la tour derrière. Et là, Florian aurait pu jouer fou G5 derrière et contre-attaquer sur la tour. Et finalement, on est dans la même position qu'on a eu dans la partie, qu'il y a ici, mais avec le fou qui aurait été en H8. Du coup, ça a amélioré légèrement la position. Ça, il a raté, heureusement pour moi d'ailleurs. Et après, tour D7.
Je m'attendais à ce qu'il développe tranquillement son jeu. Genre, bon, après, quand il peut faire, ouais, cavalier E4, moi je m'attendais typiquement à cavalier E4. Sur quoi j'aurais répondu cavalier D4, et j'aurais contre-attaqué au niveau de son pion. Comme ça, il peut pas faire, il a pas le temps hein, maintenant de faire cavalier F6, parce que sinon je fais fou prend, et j'ai cavalier prend E2 et je gagne la dame. Parce qu'il y a la fameuse fourchette. Donc du coup, c'est ce que j'avais prévu. Mais il me joue un autre coup, assez intéressant. Il me joue H4. Comme ça, il dit, ok, madame, protégez le fou. Maintenant, c'est le pion qui protège le fou. Et maintenant, bah, la dame, il va pouvoir la recycler pour faire quelque chose de plus actif. Toujours, hein, si vous pouvez, dans une partie d'échecs, défendre une pièce avec une pièce qui a moins de valeur, il faut le faire. Comme ça, voilà, la pièce qui est la plus forte, qui a le plus de valeur, elle peut avoir des tâches plus offensives. Le pion H, il va pas être à vocation ultra offensive. Alors on peut peut-être tenter des H5 plus tard, mais là ce que je veux dire, c'est que la dame, si elle peut avoir un peu plus de liberté, c'est pas plus mal. Ok, moi j'envoie cavalier D4 avec une idée sournoise derrière la tête. Alors déjà, la première idée, bien sûr, j'active le cavalier qui faisait rien. Et il y a une petite menace. Alors j'ai illustré en jouant un coup comme fou E3 par exemple. Est-ce que vous voyez la menace dans cette position? Les blancs, les noirs jouent et gagnent. En tout cas, ils gagnent du matériel. Avec le joli dame prend C3. Alors pourquoi ça marche? Si les noirs reprennent dame prend C3, bah, c'est la même fourchette que tout à l'heure. Cavalier prend E2, échec. Et on va les gagner la dame. Et en plus de ça, dans cette variante-là, le pion va reprendre. Et on va même encore pouvoir jouer fou prend. Dans cette position, les noirs ont juste 2 pions de plus et ils sont complètement gagnants. Et ils vont avoir le temps de faire tour B8, B6, fou B7 et de s'en sortir. Et s'ils reprennent plutôt du pion pour se dire, ok, bon, bah du coup, je ne perds pas le pion à la fin de la variante. Parce qu'après, cavalier prend E2, roi H2, cavalier prend C1 et tour A prend C1 par exemple. Bah typiquement, là, j'ai dit, ouais, au prochain coup, on peut faire tour B8, jouer B6 et fou B7. Dans cette idée, ça, alors retenez ça dans la partie, on va voir comment se débloquer de l'aile dame. C'est la seule solution. C'est pratiquement la seule solution de se débloquer de l'aile dame. Et là, les noirs ont un pion de plus et ils ont un avantage. Donc du coup, dans cette position, Florian Schindorfer doit faire attention. Il ne doit pas me laisser ce contre-jeu et intelligemment, il joue tour E1. Il protège simplement le pion E2. Et là, les gars, j'ai aucune idée de ce que je peux jouer. Je sais pas trop quoi jouer. Je me dis, il y a cavalier E4, cavalier F6 qui peut arriver assez rapidement, qui est donc dérangeant, on l'a vu pourquoi. Donc je me dis, j'ai pas vraiment le temps de me débloquer de l'aile dame tout de suite, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et je me dis, je l'ai un peu joué au bluff là. Je me suis dit dame B6. Je l'ai un peu joué au bluff celle-là. Parce que, en fait, l'idée que j'ai, je sais pas, je donne par exemple tour B1 comme coup. Mais il n'y a pas grand-chose, hein, mais c'était l'idée de jouer cavalier F5. Et d'aller ramasser le pion G3. Alors pourquoi? Parce que je donne encore un coup. Après cavalier prend G3, le pion F2 est cloué. Donc là, j'essaye de prendre. Ça marche pas. Et c'est normal, parce que sinon, on perd le roi et la partie. Donc voilà, mais la menace, elle est en deux. Donc je me disais, bon, il n'y a pas grand-chose. Je m'étais dit dans la partie, ouais, soit roi H2, et puis il se décloue le pion. Peut-être même cavalier E4, ça défend les pions au passage et il devient agressif. Je me suis dit, là, j'étais pas bien hein, pendant la partie, je vous avoue. Je souffre. Mais là, il va faire sa première imprécision du match. On est au 16e coup de la partie. Et il va jouer son 17e coup, fou E3. Au niveau du timing, alors je vous dirai après au niveau du temps comment ça s'était passé, mais c'était assez chaud. Et en fait, fou E3, je me dis, ok, je fais dame D8 maintenant. Je me dis, bah si tu reviens fou G5 pour attaquer la dame, bah très bien, dame B6, on répète la position. Si on la répète 3 fois, ce sera match nul. Ok. Lui, bien sûr, il veut pas nul, il joue tour D1. Et je me dis, ok, c'est le moment, maintenant, il n'a pas trouvé d'attaque concrète. Il attaque plus assez bien F6 pour pouvoir jouer cavalier E4 et cavalier F6 dans de bonnes conditions. Il est temps d'aller débloquer l'aile dame. Je joue tour B8. Lui, il va s'organiser au centre. Il joue tour D2. Je joue B6. Il joue dame D1. Et je joue fou B7. Et j'ai pu complètement délivrer mon aile dame. Et maintenant, j'ai mon fou qui rayonne également sur cette diagonale. Et là, je me dis, ok, là, ça s'est équilibré. Là, j'ai senti dans la partie que j'avais passé le plus dur. Je me dis, j'ai souffert sur les 20 premiers coups. J'ai passé le plus dur maintenant. Il reste plus qu'à tenir. Et pourquoi pas renverser la situation s'il fait des erreurs. Bon, là, il a pu s'organiser.
il a un plan derrière la tête, il joue cavalier B5. Ok, là, je me dis, il attaque 4 fois le cavalier, et moi que 3 fois. Je ne peux pas prendre son cavalier par cavalier prend B5, parce que je suis cloué à la tour, et après tour prend D7, cette position est complètement foutue. Il va en plus gagner le fou derrière. Ouais, quoi que j'ai dame C8 encore pour protéger, mais en gros, une tour sur la 7ème rangée, c'est beaucoup trop dangereux. Il y a une qualité de plus pour les blancs, c'est foutu. Et là, j'ai un petit regret, parce que j'hésitais dans la position, je vais retirer toutes ces flèches. J'hésitais entre E5 pour défendre le cavalier immédiatement, mais je me suis dit, est-ce que je dois échanger les fous de case blanche avant? Franchement, j'ai eu un doute. Et j'ai joué E5 finalement. Je me suis dit, je maintiens la tension. Et en fait, maintenant, il a fou H3 qui attaque ma tour. Et là, j'ai un petit peu de bol, parce que je ne l'ai pas vu tout de suite ce coup. Parce que je me suis dit, ouh, si je dois commencer à jouer tour D5, ça commence à sentir mauvais. Bon, c'était jouable, un tour D5. Mais j'ai vu un coup qui me permet de maintenir une position égale. J'ai joué F5. Alors c'est toujours légèrement mieux pour les blancs. Et voilà, les tours D5, c'était pas perdant. Hein. Ça restait légèrement mieux, mais un peu mieux que légèrement mieux pour les blancs. J'espère que j'ai perdu personne. Mais en fait, F5, bah, j'avance tout simplement les pions. Quand on est en finale, c'est toujours une bonne chose. Alors on n'est pas encore en finale, parce que là, j'ouvre cette diagonale-là, ça peut être dangereux. Mais en fait, là, dans cette position, j'avais compris que le fou ici, il est plus assez bien placé pour très vite attaquer le roi. Donc je me suis dit, je peux me permettre de jouer F5. Il n'a pas dame B3, j'ai le cavalier qui protège la case. Et il n'a pas de tactique immédiate. Ok, il décide de prendre. Cavalier prend D4. Alors ouais, il aurait pu tenter cavalier prend A7, mais c'était pas une bonne idée, parce qu'après fou A6, le cavalier est tout simplement fermé. Ça, faites toujours très attention à ces pions, notamment sur les colonnes A. Que ce soit avec les cavaliers, avec les fous, vérifiez toujours que vos pièces puissent ressortir. Là, c'est le cas, le cavalier, il ressort pas. Quoique, il a peut-être encore cavalier B6, là. Je vais te regarder. Ah ouais, non, là, c'est complètement gagnant. Ok, non, fou A6 ne marche pas. C'était quoi, comme coup, cavalier A7? Ok, c'est un peu mieux pour les noirs, mais ok, on peut pas regagner tout de suite. Il dit tour F7. Bon, pourquoi pas. Ok, donc désolé, donc j'ai dit, donc ok, donc x6 ne marche pas à cause de la fourchette en C6. Mais du coup, c'était trop dangereux d'aller chercher le pion, il s'est dit d'échanger en D4. Donc j'ai repris, pion prend D4. Il active sa dernière pièce, tour C1. Je joue fou D5. Petite idée à nouveau sournoise. Alors à nouveau, hein, je ne peux pas prendre le fou parce que sinon je perds la tour. Ça, c'est la même que tout à l'heure. Mais en fait, avec fou D5, je me dis, ok, maintenant je menace de prendre ici. Parce que maintenant, mon fou sera suffisamment protégé. Donc, en gros, tu as une attaque et tu dois la parer. Et si tu joues, tu prends des 4 pour gagner le pion, bah moi, je vais gagner le pion A2. Et maintenant, c'est toi qui as ce problème de clouage. Maintenant, c'est ton fou à toi qui est bloqué. C'est toi qui as des problèmes. Donc, il joue fou F4. Ok, il attaque ma tour. Donc, je me décale. Tour C8, bien sûr. Et il échange. Tour prend C8, dame prend C8. Et il joue B3. On est au 27e coup de la partie. Les gars, c'est tendu. Hein. Là, ça va parce que c'est plus d'une année après la partie. Mais je peux vous dire que c'était très très tendu pendant le match. Et je vois mon temps qui défile et je sais pas quoi jouer dans cette position. Je me dis, qu'est-ce que je dois jouer? Qu'est-ce que je dois jouer? Et je me dis, ok, je vais jouer en fait un coup qui me permettra de regagner du temps. Je joue fou E4. Il me reste 17 secondes à la pendule quand je joue ce coup. En fait, l'idée, c'est que j'empêche tour C2. Parce que je me dis tour C2, et il va prendre le contrôle de la colonne C. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas forcément très bon parce qu'il peut faire F3. Mais je me suis dit, ok, F3, je reviens. Fou D5. J'ai pu jouer 2 coups. Parce qu'il me restait 17 secondes, mais juste pour information. Donc on a 1h30 pour les 40 premiers coups. Mais à chaque coup, il y a un rajout de 30 secondes par coup. Et au 40e coup, il y a 30 minutes de rajout. Ça va être important. Mais là, on est tous les deux en ce qu'on appelle le Zeitnot, donc on a plus de temps chacun. Donc on doit jouer très très vite. Il joue tour C2. Et je dis, ok, je fais dame E8. Je me suis dit, j'ai rendu son pion E2 arriéré. Et je me dis, madame, elle est prête à rentrer sur la colonne. Il joue dame C1, très logique, il veut doubler. Je fais D3, alors je sais pas si c'était très très bon, mais je me dis, s'il prend, bah, je prends F3. Et là, son roi commence à devenir faible, il y a le fou qui peut rentrer. La dame, pourquoi pas? Alors là, c'est pas possible, les cases sont
sont scellées, mais c'est des idées qui peuvent arriver. Je lui dis, ouais, son roi est un peu faible, si j'arrive à garder un peu de matériel, ça peut aller. Même si d'avoir échangé du matériel, ça m'a quand même bien soulagé. Et je m'étais même dit à un moment que j'étais un tout petit peu mieux pendant la partie. Alors il joue tour C8, il me cloue. Vous allez me dire, ouais, du coup tu perds ta dame. Non, quand même, j'ai prévu ça. Tour D8. Du coup, il échange les tours, il n'a pas vraiment le choix. Tour prend et dame prend. Il prend D3. Et je fais fou prend F3. Et là, je me dis, ouais, il y a peut-être un monde où je le tiens. Alors là, je me dis, là, je fais peut-être une grosse perf. Peut-être que je peux taper un 2200. Parce que là, il y a dame D4 échec qui est très menaçant. C'est même des menaces de maths, carrément. Il joue dame C4 échec. Ok, je reviens, fou D5. Il joue dame C7. Et là, les gars, j'ai raté quelque chose. Je me suis dit, je vais pas échanger les dames. Je me dis, maintenant, c'est son roi qui est faible. Donc, c'est à lui de défendre. J'ai joué dame E8 pour tenter de conserver les dames. Et il a joué dame B8. Là, bon, je hausse un petit peu les épaules. Je me dis, bon, ben, nul, quoi. D'ailleurs, je lui dis, hein, je lui propose nul en prenant la dame. Et il joue fou prend. Et il me dit directement, nine. Bon, je me dis, bon, bah, si tu veux la jouer, ok, bon, on va la jouer. Mais je me disais, j'ai l'impression d'être un peu mieux. Mes fous sont plus actifs que les siens. Sa structure de pion est un peu cassée. Son pion passé est quand même assez loin de la promotion. Je me dis, mais c'est peut-être moi qui suis mieux. Je me dis, je me suis même dit pendant qu'il a refusé la nuit, j'ai fait, ouais, mais je suis certainement mieux. Hein. Pas de beaucoup, hein, je suis pas gagnant, mais c'est peut-être moi qui joue pour le gain là maintenant. Ok, je fais A5. Je retire la menace. Il joue roi F1. Je joue roi F7. Il joue roi E2. Et là, moment crucial, car c'est peut-être le moment où j'ai raté une chance de gain. Parce qu'il joue roi E2. En fait, je m'étais dit dans la partie, c'est très logique. Bon, on n'a plus beaucoup de temps. Là, on est au 39e coup, donc il nous reste deux coups, enfin, deux coups pour moi et un coup pour lui. Maintenant, après roi E2. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, c'est logique, il veut jouer roi E3, il veut juste activer son roi, comme on doit le faire en finale. Et en fait, il y avait moyen de plus contester l'adversaire. Il fallait jouer le coup B5, que je n'ai pas joué dans la partie. Alors, je donne une ligne d'ordi. Admettons, il repasse le fou D6, roi E6. Il vient en C5. Et après, l'idée, c'est de jouer fou C3. Là, on va tenter de créer un pion passé sur l'aile dame. On voit ici qu'il y a un alignement. Il y a le pion A2 qui peut tomber. Et en fait, l'idée, c'est après un coup comme G4, on peut jouer roi E5, on active le roi. Et finalement, son fou ne joue jamais. C'est d'ailleurs son problème de roi E2, c'est qu'il ne peut plus contester cette diagonale. Et s'il joue roi F1, pour se dire, ok, je tente de revenir en G2. Bon, déjà, il a fait un aller-retour, c'est jamais très bon quand on fait ça. Et là, il y a une idée, c'est ça, c'est B4. Alors, c'est la seule ligne qui permet d'être vraiment très très bien avec les noirs. C'est ça, B4. Admettons, je passe des coups. Et A4. Bien, admettons peut-être fou G2. Bon, enfin, c'est ça, en fait, c'est l'idée que je voulais montrer. Ouais. C'est si on peut jouer ça, B4, A4. Et sur pion prend A4, fou prend A2. Et en fait, son fou de case noire ne peut pas empêcher le pion parce que le fou est très bien placé ici en C3. Il protège les cases B2, il protège les cases B4. Et il ne pourra jamais empêcher. Retenez bien ça, ça c'est très important. Là, ça serait complètement gagnant parce que le fou de case blanche n'intervient pas non plus. Alors là, j'ai juste mis des coups au bol avec roi F1, roi 2, mais c'est vraiment pour qu'on arrive dans cette position et qu'on voit la force de ce pion en B4. Et voilà, en fait, le fou qui est très bien placé, qui contrôle ces deux cases pour la promotion. Alors celui-là également. Mais retenez bien ce que j'ai dit avec les fous de case noire, ça va être important pour la fin de la partie. Donc je reviens sur cette position. Et moi, en fait, je me suis dit, bon, ben, ouais, il veut roi E3. Ben, je fais fou D4, du coup. J'empêche le roi d'avancer. Je me dis, là, il y a une sorte de prison. Et je me dis, moi, j'ai le temps de faire un peu le tour, s'il faut, et d'aller chercher les pions. Je me dis ça. Ok, on est au 40e coup. Il joue fou F4. Et sur fou F4, je joue H5. À nouveau, B5 était la meilleure option. Mais je me suis dit, comme ça, j'évite G4 et que son fou puisse s'activer. Et on arrive enfin à la fin du side note.
Là, je souffle un peu. Alors, je pars un petit peu de l'échiquier. Je reviens 3-4 minutes plus tard. Je vois qu'il joue fou e3. Et là, en fait... Alors là, on est au 41e coup. En fait, on a récupéré 30 minutes. Donc, on a le temps de réfléchir. Et là, le truc, c'est que... Voilà, moi, ça fait une quinzaine, vingtaine de coups qui me reste plus que quelques minutes, voire quelques secondes. Du coup, j'ai joué très très vite jusque-là. J'ai dû calculer très très vite. Et là, en fait, j'ai un regret. C'est que j'ai fait une bête faute de calcul dans cette position. En fait, après, on m'a dit après la partie, ouais, t'aurais peut-être dû jouer fou e5 et puis d'aller chercher ces pions-là contre ces pions-là. Et c'est vrai, j'ai dit, c'est ce que j'aurais joué si j'avais vu que ma tactique marchait pas. En fait, j'ai joué fou prend e3. Il joue roi prend e3. Et je joue a4. Et l'idée d'a4, c'est de me dire, il peut prendre a4. Je fais fou prend a2. Et dans cette position, je reviens à la position de fou e3. Je m'étais dit, enfin, dans mon entrée là, je me suis dit, après fou b3, il peut pas défendre a4. Et je pense dans cette position, en voyant le fou ici qui contrôlait la case g2, j'ai oublié, bon, c'est souvent les erreurs de calcul qu'on fait. C'est lorsqu'on. C'est pas lorsqu'on contrôle des cases, mais c'est lorsqu'on ne les contrôle plus. Et en fait, après cette séquence, je vois la position et je me fais. Ah non. Je fais non, mais il peut jouer fou G2 là. Et il joue fou G2. Ok, bon, je me suis dit, bon. Ok, très bien. C'est une tactique qui marche pas. Et d'un seul coup, je regarde un petit peu et je me dis, oh, mais j'ai un gros, gros problème en fait. J'ai un immense problème dans cette position, les gars. Parce qu'en fait, son idée, bah, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Il va mettre le fou en C6 et il va contrôler les cases ici en D5 et en D7. Et du coup, mon fou de case blanche va pas pouvoir contester plus que son fou les cases blanches pour la promotion de son pion. Et en fait, bah, il va pouvoir rentrer avec le roi. Je sais pas, admettons, je fais roi F6, roi F4. Je me suis dit ça comme ça. Ouais, fou B3, je me suis dit, ok, on attaque le pion. Je fais fou C6. Et en fait, je me suis dit, mais comment je peux défendre ça? Je me dis, il va avancer son pion. Et si je tente de contester avec le roi, bah son roi, il va rentrer. Je dis, je vais donner un petit exemple. Admettons que j'attende avec le fou, tout bêtement. J'attends avec le fou. Il avance son pion. Il va arriver jusqu'en D6. Je me dis, fou E6, c'est bien, ouais, c'est bien joué de contrôler les cases, mais il fait D7 quand même. Et je peux pas sacrifier le fou contre le sien. Hein. Il y a des pions encore, ça fait pas du tout nul. Et si je fais roi E7 en me disant, ok, je vais chercher le pion, eh ben il joue roi G5. Et là, je peux rien faire. Si je prends en D7, bah, il va reprendre. Roi prend, roi prend. Je vais perdre un des deux pions ici. Et la partie avec. J'ai pas assez de contre-jeu. Et si je me dis, ok, je fais fou F7 plutôt, je vais défendre le pion. Bah là, ça perd aussi parce que simplement, il fait fou B5. Et je suis ce qu'on appelle en dessous de 5. Simplement, j'ai pas de bon coup. Et voilà. Si je reviens en E6, bah, c'est la même. Il va prendre G6 et on a transposé. Le roi, je peux pas le bouger. Si je le bouge sur l'une de ces cases-là, bah, il peut jouer la promotion. Donc je dois venir en D8. Si je viens en D8, il vient en F6. Mon fou, j'ai pas de case pour maintenir la protection du pion. Et j'ai aucun pion qui peut avancer. Ces pions-là sont bloqués. Et ce pion-là, si je l'avance, bah, je le perds. Et j'étais là, oh non. Je vois ça au loin, j'ai fait, oh non, non, non. J'ai réfléchi 20 minutes là-dessus, les gars. Et j'ai pas trouvé de défense. Mais il y en avait une. Je vais vous la montrer parce qu'elle est assez esthétique. On va revenir un peu dans la même situation. Donc j'ai mis d'abord fou b3, j'attaque le pion, fou c6, il le défend. On vient contester comme ça, roi f6, roi f4. Et en fait, on va tranquillement attendre que le pion avance et on va le clouer. Je vais donner un petit exemple. On fait fou c2, d4. Et on attend soit on joue fou d3, soit fou b1. C'est important de rester sur cette diagonale-là. Je vais la mettre en bleu. Enfin non, je l'ai mis en orange du coup. Il faut rester sur cette diagonale-là. Mais du coup, on fait juste ça, fou B1. Et dès qu'il va avancer, en fait, tac, fou E4. Et on cloue, en fait, le pion au fou. Et de cette position, les blancs ne peuvent plus évoluer et ça fait match nul.
Et c'était l'unique défense qu'il y avait. Et là, j'ai réfléchi 20 minutes. Alors, ça paraît facile, hein, ce que je viens de dire comme défense, mais si on n'a pas le principe, ce que je n'avais pas, ça faisait longtemps que j'avais pu étudier les finales de fou. Et là, en fait, simplement se dire de défendre en restant dans le camp adverse, ça va quand même à l'encontre de tous les réflexes qu'on peut avoir. Dit comme ça, c'est con, mais c'est vraiment ça. C'est se dire, pour défendre, il faut rester dans le camp ennemi sans rien faire en plus. Si on ne sait pas le principe, c'est vraiment très très difficile. Et du coup, en fait, moi, je m'étais dit, ah, attends, je crois que j'ai trouvé quelque chose. J'ai joué roi E6 dans la position. Et sur fou C6, je me suis dit fou D5. Et on revient dans cette position. Alors j'ai réfléchi longtemps, il me reste plus que 6 minutes à la pendule, donc sur les 30 minutes qu'on avait en plus, en 5 coups, j'ai déjà liquidé les 3 quarts. Et en fait, je m'étais dit ça. S'il prend, fou prend des 5, roi prend des 5. J'avais vu ça de cette manière-là. Alors D4, il peut pas le jouer, parce que j'ai roi C4. Et là, c'est lui qui est en dessous de 5, parce que son roi, si vous regardez bien, c'est les cases disponibles qui sont entourées de cercles verts. Il peut plus défendre son pion D4. Et s'il avance l'un des pions, il va le perdre. Donc je me suis dit, ok, bon, son coup logique, c'est roi F4. Et là, je m'étais dit, ok, roi C5. Et j'avais vu ça comme idée. C'est que s'il vient chercher mes pions, vous allez voir, alors c'est assez long, mais c'est assez forcé. En fait, je vais chercher son pion en A4. Il va chercher le pion en H5 et il va avancer son pion passé. Et on va faire dame en même temps. Vous allez voir, B3, B2, H7. Je fais dame, il fait dame. Et je prends D3. Et je me suis dit, cette position, normalement, elle doit être nulle. Il faudrait vraiment que je fasse exprès pour la perdre, celle-là. Mais sauf qu'il y a un problème qui va pas sur roi C5. Truc que j'ai pas vu, que j'ai vu immédiatement en fait. Quand j'ai joué fou D5, j'avais refait mes calculs pour voir. Et je me suis dit, ah mais non. Non, il y a quelque chose. Là-dessus, il y a roi E5. Et ça met fin immédiatement à la partie. Parce que maintenant, si je fais roi B4, bah, il va jouer D4. Et je suis beaucoup, beaucoup trop loin, en fait. À son pion, il a 1, 2, 3, 4 cases de faire promotion. Déjà, le mien, il est techniquement plus loin et je dois encore prendre son pion. C'est foutu. Donc, je me dis, ok, là, je me suis dit dans ma tête, bah, je fais roi D4. Et comme ça, sur roi G5, je pars en C5. Et en fait, je me dis, bah, plutôt que ce soit moi qui fasse promotion en premier, ce sera lui. Mais regardez, on va refaire la même position. Mais en fait, c'est complètement foutu. Parce que ça va tout changer, qu'il fasse dame en premier. Il fait dame, je fais dame. Vous avez les blancs, vous devez gagner. Quelle tactique vous utilisez? La technique de l'enfilade. Vous jouez dame à 8 échecs. Le roi est obligé d'aller sur la colonne B. Et simplement, vous venez sur la colonne B, faire échec. Vous venez échanger les dames. Et après, roi prend F5. On voit, il y a les deux pions passés qui vont tranquillement aller à dame. Et je ne peux absolument rien faire. Du coup, en fait, je comprends en fait que j'ai certainement perdu la partie. Alors sur le coup, j'avais pas vu la défense, je me suis dit c'est sur fou prend E3 que je la perds cette partie. J'étais même très dégoûté pendant la partie. Voilà, bête erreur, fou prend E3. J'ai eu une partie qui était bien menée. Et je m'étais dit dans ma tête, mais please, qu'est-ce qui, mais ouais. Mais je dois jamais faire ma perf. Bon, après, j'ai déjà eu fait nul contre des joueurs forts. Hein. J'avais fait nul contre Christophe Rohrer, qui est un excellent joueur. Ouais, il avait 2130 quand j'avais fait nul, mais maintenant il a monté à plus de 2200. Et je me disais quand même, mais 2200, c'était la première fois vraiment que j'avais. Enfin, pas la première fois que j'avais l'occasion, mais je me suis dit, c'est enfin une nouvelle occasion de faire au moins nul qui s'envole. Voilà. Je vois qu'il réfléchit. Bon, je me dis, bon, il est 2002. 2200, tu dois voir que ces finales-là sont complètement gagnantes. Alors moi, je monte pas, hein, que je suis déçu, bien sûr. Moi, je reste concentré. Alors toutes les autres parties étaient terminées hein, à ce moment-là. On était mené 2-1. Donc ouais, en fait, si vous voulez, du coup, pour dire comment on fait les classements, il y a 4 échiquiers qui jouaient. 2 échiquiers qui ont fait match nul, donc un demi-point chacun. Un échiquier où il y a eu une défaite. Donc en gros, moi, je devais gagner pour assurer la nulle. Parce que du coup, là, je ne peux plus faire. Mais là, il se passe un truc, les gars, c'est qu'il réfléchit longtemps et il a pas l'air serein, en fait, il voit pas de gain.
Juste, je vous montrer. En fait, il faisait comme ça, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, il était pas serein, il faisait le nom de la tête. Moi, à l'inverse, bon, du coup, moi, je suis là. Je fais le gars confiant, alors que je sais au fond de moi que j'ai perdu. Et les gars, ben, ils descendent en dessous de 20 minutes. Et en dessous de 20 minutes, on voit les secondes qui défilent. Donc 19, 59, 19, 58, 19, 57. Ils jouent toujours pas. 15 minutes, 10 minutes. Et je me dis dans ma tête, mais est-ce que c'est pas un peu démesuré d'y croire? C'est juste donner un petit exemple en tant que Suisse, c'est le même sentiment que quand Aris Seferovic avait mis le deuxième but contre l'équipe de France en huitième de finale de l'Euro. On s'était dit, est-ce qu'on peut y croire ou est-ce que c'est démesuré? Parce que ouais, on disait c'est l'équipe de France quand même, ils vont maintenant tenir et tout. Mais est-ce qu'on peut pas y croire un petit peu d'un côté? Là, je me dis ça aussi. Bon, il est 2200, il doit quand même voir ça. Mais est-ce que d'un côté, il peut pas se tromper? Finalement, il lui reste 7 minutes à la pendule, les gars. Il approche la main. Il va vers son fou C8, C6. Et il joue. Oh, il joue x8, les gars. Ah, les gars. Là, dans ma tête, j'étais tellement soulagé. J'ai fait, ok, il a raté sa chance. Il a raté sa chance de gain. Maintenant, ok. Il attaque mon pion G6. Je fais roi F6. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il a calculé des idées de roi D4. Et là, c'était assez chaud de tenir. Mais au moment où il fait roi F4, je me dis, ok, là, c'est bon. En fait, le problème, c'est qu'il ne peut plus contrôler cette case C6 qui est si importante. Et du coup, bah, j'aurais aucun mal, les gars. Absolument aucun mal à tenir la nulle. Parce qu'il ne pourra pas contrôler et D5 et D7. Et j'ai juste à attendre. Je fais fou G2. Simplement, je vais aller assez vite sur la fin de la partie. Il fait fou B5, je fais fou D5. Il vient en C4, fou C6. Je me dis, bah. Il revient en B5, je reviens en D5 et on fait nul. Il fait fou B3. Je lui dis, est-ce qu'il tente une petite fioriture? Ok, je viens en G2. Il joue D4, il avance son pion. Je fais fou C6. Et il joue fou D1. Et c'est assez malin. Parce que son idée, c'est que si je fais fou D5 et que j'attends comme un débile, bah en fait, il va faire fou F3 maintenant. Et là, dans cette position, ben j'ai plus. Enfin, c'est la même défense qu'avant qu'il faut. Je vous montre, fou B3. Si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, après fou C6 pour contrôler les deux cases, il faut faire fou C2 et sur D5 revenir en E4 pour reclouer. Mais ça, voilà, j'avais pas cette défense-là avant, donc je l'avais pas maintenant, c'est logique. Donc en fait, je me dis, je dois pas laisser cet échange se faire. Alors peut-être, est-ce que je me demande, est-ce que fou prend ou roi prend? Mais je crois que ça, j'avais calculé que ça allait pas, parce que du coup, là, il peut venir là, et puis on retranspose à nouveau dans ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc ça va pas non plus. Donc très malin, mais tout de suite, je me dis, ok, ben, je fais fou D7. S'il vient en F3, je prends maintenant le pion A4. Il peut pas retourner sur cette diagonale. Il revient en B3, je reviens en C6. Alors, il va tenter de forcer un peu le passage, il joue D5, je fais fou D7, il retente fou D1. Voilà, c'est encore plus clair, je dois venir en E8, c'est le seul coup que j'ai à disposition. Il revient en B3, je reviens en D7, il joue D6, je joue fou C6, et après le coup fou C2 au 58e coup, Florian Schindorfer me propose nul en me disant ouais bon, oui c'est nul, voilà. Et du coup, les gars, superbe partie, superbe match nul. Alors je sais, on va me dire, oh, tu fais cette performance parce qu'il a fait une grosse erreur dans la finale, il n'a pas su convertir un gain qui pourtant était pas si compliqué, surtout pour un 2200. Mais après, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, ok, j'ai eu des énormes occasions et à chaque fois, il y avait un coup, à chaque fois, il y avait une tactique qui se sauvait, à chaque fois, il me manquait le petit quelque chose. Et je me suis dit, pour une fois, ce petit quelque chose, il a été de mon côté. Et voilà, j'ai été juste super fier de faire cette nulle qui me fait gagner 7 points Elo. Alors au niveau de l'équipe, par contre, au niveau du championnat suisse, comme je vous ai dit, on perdait 2-1, donc on perd 2,5, 1,5. Mais après, on se dit, ok, bon, on était contre l'une des équipes favorites, donc on pourrait être parmi les équipes qui peuvent se maintenir, parce qu'on n'a pas pris, une Sei non plus. Voilà, je vais juste vous montrer également le rapport de partie qui m'est fourni par Lichess. Alors voilà comment il se présente. Alors juste pour montrer un petit peu
l'évolution. Donc quand c'est du côté blanc, c'est que les blancs ont un avantage, et quand c'est du côté noir, c'est les noirs qui ont un avantage. Et là, on le voit très clairement sur le graphique. Les blancs étaient plutôt dominants dans tout ce qui était la toute première partie de la partie, dans tout ce qui était le milieu de jeu surtout. C'est eux qui mettaient la pression, et mon adversaire, il n'a pas réussi à la convertir. Et effectivement, j'ai eu ce moment où où j'étais légèrement mieux, où j'avais peut-être même ma chance de gain sur le coup B5 au 39e coup. Et bien sûr, ce pic, c'est au moment où moi, je fais ma faute de calcul. Enfin, c'est sur fou D5. Et lui, il faut 8 directement derrière. Il rate le gain. Pourtant, pas un gain compliqué, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, les gars, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Alors là, c'était la première ronde. J'ai pas pu jouer pour des raisons personnelles les rondes numéro 2 et numéro 3. Donc ce sera pour la ronde numéro 4, les amis. En attendant, je vous souhaite tous une bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao!